Bonjour et bienvenue sur le plateau de Stop Intox, ici au Salon de l'Agriculture, chez Village Semences. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter, sur @VillageSemences et sur @stop-intox. Vous nous suivez en direct également sur Facebook et sur YouTube. Alors nous évoquons aujourd'hui une question simple, c'est d'ailleurs la question que nous vous posons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vous invite à y répondre, nous allons l'évoquer avec nos invités. Sans sucre, sans graisse, sans sel, sans gluten, sans lactose, êtes-vous, oui ou non, rassuré par les produits sans? Nous parlons aujourd'hui de l'orthorexie, c'est un mot un peu barbare que nous allons expliquer. Nous parlons en réalité des peurs alimentaires et nous en parlons avec Gilles Rivière-Wechstein qui a publié chez Le Publieur cet ouvrage que j'ai entre les mains. Panique dans l'assiette. C'est assez clair. Bonjour. Bonjour. Ils se nourrissent de nos peurs, avec une préface du professeur Denis Corpet. À côté de vous, Gilles Brochard. Bonjour. Bonjour, critique gastronomique. Vous êtes directeur pédagogique de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, et vous écrivez pour Go&Millau, pour le guide Le B et pour beaucoup d'autres. Et vous publiez, vous nous parlerez de vos ouvrages et du regard que vous portez sur notre alimentation aujourd'hui. Pas celle qu'on consomme à la maison, mais celle qu'on consomme hors domicile. Avec nous également le professeur Jean-Michel Le Cerf, qui est le chef du service nutrition de l'Institut Pasteur. Bonjour et merci d'être venu de Lille. De Lille, Institut Bien, Pasteur de Lille. vous êtes le bienvenu. Et à côté de vous, Antoine Chardon, qui représente une industrie qui, je ne sais pas si je vais être très fidèle, valorise les protéines végétales. C'est bien ça ? Notamment, tout à fait. Je représente les industries du végétal et donc c'est l'ensemble des entreprises, ces 360 entreprises qui vont des huiles jusqu'aux protéines végétales. Bon, on parle un peu du gras, c'est ça ? Notamment, Hein, notamment. Pour dire les choses très, très simplement. Je commence avec vous, Gilles Rivière-Wechstein, votre ouvrage « Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs ». L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est l'orthorexie. On en parlera tout à l'heure, il y aura des questions probablement. Alexandre est toujours dans la social room, il relaiera ces questions qui sont posées par les réseaux sociaux. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de votre ouvrage. Le sous-titre est univoque, il est sans équivoque plutôt. Ils se nourrissent de nos peurs. Mais j'ai envie de vous dire, qui se nourrit de nos peurs ? Ah, bonne question. Mais si je vous dévoile la question, les gens ne vont plus acheter le livre. Alors, Au contraire même. Alors, je crois que ça incitera à lire d'accord. votre livre. Non, bien entendu. C'est une cohérence, c'est une conjonction de trois groupes, je dirais, qui se sont mis dans ce business de la peur, qui sévit dans cette fabrique de la peur, qui sévit dans notre pays depuis une quinzaine d'années. Alors, tout d'abord, il y a des ONG. Des ONG qui ont très vite compris que leur manière de faire pour pouvoir avoir la population avec elles dans leur lutte contre l'agriculture telle qu'on la connaît, c'est de faire peur aux gens par l'alimentation. C'est-à-dire de faire croire aux gens que ce qu'il y a dans leur assiette, c'est dangereux, et donc que notre agriculture produirait une mauvaise alimentation, ce qui est bien entendu totalement faux. Donc vous avez un certain nombre d'ONG qui se sont mis dans ce business de la peur. Et puis vous avez des filières agricoles, vous l'avez mentionné, tous ces 100, qui ont vu des opportunités pour pouvoir segmentariser le marché et de cette manière-là, finalement, faire du business et vendre des produits sans, mais plus chers. Vous voulez dire que c'est un positionnement marketing ? Absolument. Il y a un positionnement marketing. Par exemple, le sans OGM, on a le choix entre du sans OGM et du sans OGM qui ne l'indique pas, puisqu'il n'y a pas d'OGM, mais on achète la boîte dans laquelle il va être indiqué sans OGM, alors qu'il n'y a strictement aucune différence dans la réalité au niveau gustatif, au niveau tout. Mais on va payer plus cher. Voilà. Donc ça, c'est le business du sang. C'est le deuxième groupe, ça. Puis il y en a un troisième. Et puis il y a les politiques. Les politiques, ils surfent massivement sur ces peurs alimentaires, parce que ça leur permet de rassurer la population en prenant des lois ou en édictant des textes ou en prenant des postures qui semblent être protecteurs pour la population. Par exemple, sur le glyphosate, tous les scientifiques du monde vous disent clairement qu'il n'y a pas de souci sanitaire avec ce produit pour la santé humaine. Ça n'empêche que notre président français décide d'aller plus loin que la législation européenne, donc il fait fi des agences sanitaires. Le seul but, c'est d'apparaître vis-à-vis de grand public comme celui qui protège la santé des Français. Donc c'est un levier politique, c'est en même temps donc une prise de parole politique. Professeur Le Cerf,
Je voudrais qu'on explique un peu ce mouvement. Vous êtes médecin, mais les médecins observent la société. Vous êtes même au contact direct de la société. Vous travaillez sur les questions de nutrition. Comment vous expliquez ce mouvement du sang, sans sucre, sans graisse, sans gluten, sans lactose? Est-ce que ça correspond à un courant d'idées dans la société? En fait, il y a quand même plusieurs sortes de sang, hein, entre le sang édulcorant, le sang viande, le sang lait, le sang gluten. C'est pas toujours la même problématique, mais globalement, l'idée du sang, c'est qu'il y a quelque chose qui était présent et qu'on ne vous avait pas dit et qui n'est pas bon pour votre santé. Donc on le supprime. Et c'est vrai? Ben non, parce qu'en fait, si vous voulez, ça va plutôt créer exactement l'inquiétude inverse, c'est-à-dire que puisqu'on le supprime et qu'avant il était présent, c'est que c'était dangereux et qu'on nous l'a caché. Donc aujourd'hui on le supprime, donc il y a des doutes. Vous n'êtes pas très loin de la position de Gilles Rivière. Je la partage tout à fait, parce que au plus vous annoncez la couleur sur le sang palme, le sang édulcorant, le sang lactose, ça veut dire que ces substances-là sont dangereuses. Alors, dangereuses peut-être pour une partie de la population, mais en tout cas on fait un amalgame. En réalité, ça correspond à quelques vrais problèmes mineurs chez une petite fraction de la population. Par exemple, les gens qui sont allergiques aux protéines du lait de vache, il ne faut pas qu'ils prennent de lait de vache, point à la ligne. Mais pour le reste, ça correspond à rien de tangible dans l'immense majorité des cas. Le gluten, oui, pour une petite partie de la population, une vraie maladie. C'est pas du tout, le gluten n'est pas un poison. D'accord. Et ce courant, malgré tout, il est influent dans la société. Vous êtes en train de nous dire, en substance, il y a la question de l'exposition, c'est ça dont vous parlez. Il y a des gens qui sont exposés à un risque, mais pour des raisons qui sont des raisons qui vont au-delà de l'alimentation. On va supprimer une partie de la composition des produits et l'imposer aux autres. Oui, tout à fait. Et puis, si vous voulez, à partir du moment où on va dire que ce nutriment ou cet aliment est en trop, on va le transmettre aux voisins et il apparaît à ce moment-là un effet très important en psychosociologie, c'est l'effet nocebo. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, tu sais, tu consommes du lait, mais tu devrais arrêter d'en prendre parce que, d'abord, j'ai demandé à ma mère de ne plus en prendre, et puis je connais ma voisine, depuis qu'elle en prend mieux, elle n'en prend plus, elle va mieux. Ouais, et donc, il y a un effet nocebo extraordinaire, d'une puissance inouïe, l'inverse de l'effet placebo, qui est transmissible. D'accord. Et ça se généralise. Alors, Gilles Brochard, vous êtes au contact, vous, des professionnels de la restauration, vous êtes critique gastronomique. Je rappelle au passage que vous êtes directeur pédagogique à l'ESJ. Oui. J'aime bien le mot pédagogie parce que la pédagogie, c'est un peu le contraire de ce qu'on vient de décrire là. La pédagogie, c'est au contraire la diffusion massive de la connaissance et des outils d'acquisition de la connaissance. Ce mouvement du sang, est-ce qu'il existe également dans le circuit de la restauration ? Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que le mot gluten, par exemple, qui fait peur beaucoup, ça veut rien dire aussi, parce que justement, le gluten n'est pas néfaste. Et souvent, aujourd'hui, pourquoi les industriels, par exemple, s'intéressent au sans gluten ? C'est parce que quand dans une famille, il y a un des individus qui est sans gluten, toute la famille va se mettre au sans gluten. Il y a un effet de conversion. Ben voilà, alors il y a un marché qui joue énormément là-dessus. En revanche, quand de plus en plus dans les restaurants, apparaissent d'ailleurs le sans gluten marqué sur les cartes des menus. À Paris, vous avez des hôtels, je pense à un 5 étoiles, qui a fait un goûter, un tea time entièrement sans gluten. Alors ça ne veut pas dire évidemment que la nourriture va être moins bonne que si elle était avec du gluten, puisque les pâtissiers, les grands professionnels travaillent vraiment de façon presque en pleine recherche, si j'ose dire, parce qu'ils vont vous faire un gâteau au chocolat sans gluten, voilà, il y aura quand même du chocolat. Alors, ce qui va aller avec le chocolat, en effet, tout ce qui est produit laitier va peut-être disparaître. Et c'est les substituts aujourd'hui, c'est un peu une surenchère aujourd'hui qu'on voit à Paris ou ailleurs, d'ailleurs en province, puisque la province est bien sûr est touchée. Je pense aussi bien sûr aux produits sans gluten dans les boulangeries, dans les pâtisseries. Oui, alors il existe même à Paris des pâtisseries sans gluten. Oui. Alors, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi des pâtisseries qui travaillent sur les indices glycémiques. Je pense aux Belles Envies, je pense aussi Rive Droite, il y en a une autre. Bon, alors là, ce sont des pâtissiers qui se sont mis, des jeunes pâtissiers en général,
qui se sont mis un peu au goût du jour et qui jouent sur ces valeurs ajoutées, soi-disant. Hein. Mais là, le débat reste ouvert aussi. Hein. Bien. Alors, Antoine Chardon, vous représentez l'industrie qui est mise en cause hein, dans cette politique du sang, dans cette tendance qui traverse la société. Vous représentez une industrie qui valorise les protéines végétales. Le monde moderne a déclaré la guerre notamment au gras, pas seulement au sucre, hein, au gluten, à la lactose. La liste est longue d'ailleurs, mais comment vous ressentez ce mouvement? Est-ce que ça pèse d'ailleurs sur l'économie de votre industrie? Alors c'est intéressant effectivement par rapport à ce qu'on disait pour le sang, parce que souvent en fait ils répondent à un besoin des consommateurs. Tout d'abord pour le sang, il y a certains consommateurs, un certain nombre, un petit nombre parfois, qui veulent du sans gluten, d'autres qui veulent aller sur des produits sans sel ajouté, etc. Donc souvent en fait les industriels ont besoin de répondre à cette demande. Après il y a effectivement les trois piliers, ces trois personnes qui veulent que l'on ait peur, qui vont après appuyer justement sur ces sangs en disant regardez, si cette entreprise arrive à mettre du sang ici, ça veut dire que là, il y a avec. Et pourtant, effectivement, ce n'est pas forcément vrai. Et justement, il faut, et c'est ce que les industriels souhaitent, c'est redonner de la confiance aux consommateurs, reformer les consommateurs pour que justement ces derniers comprennent, arrivent à décrypter une étiquette, parce que souvent, tout ce qui est ONG, tout ce qui est les autres associations vont faire peur aux consommateurs, parce que le consommateur n'a pas encore la possibilité de mieux comprendre ces étiquettes. Et donc en tout cas, il n'est pas nutritionniste, le consommateur, c'est pas son métier. Et puis il y a la question du prix. La question du prix, on l'évoquera tout à l'heure. Vous avez comme moi observé que tous les produits sans sont des produits qui sont en réalité plus chers. Nous faisons notre première étape par la Social Room où nous attend Alexandre avec une première question. Je vous répète la question qui est posée aujourd'hui. Sans sucre, sans graisse, sans sel, sans gluten, sans lactose, avez-vous confiance ou êtes-vous rassuré, si vous préférez, par les produits sans? Alors, Alexandre. Alors Pascal, la question qui revient de plus en plus, c'est est-ce que le boom du sang est une invention marketing? Ben, on y a déjà en partie répondu. Pour partie, alors j'imagine que les choses ne sont ni tout à fait noires ni tout à fait toutes blanches, mais Gilles Rivière, oui, il y a à l'évidence derrière ça des politiques de marque. Non, mais moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de spécifique à la France dans cette question de sang, parce qu'il est normal que des gens qui sont intolérants au gluten puissent avoir des produits sans gluten. Ça me semble normal. Le problème n'est pas du tout là, pour moi. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pour moi, il existe une fabrique de la peur. Ça veut dire qu'il y a depuis une quinzaine d'années une machine infernale qui fait peur aux gens sur l'ensemble de la nourriture. Je vous donne un exemple très simple. Chaque année, il y a plus de 80 reportages à charge qui passent à la télévision pour vous expliquer qu'il y a danger dans l'assiette. Que l'alimentation est dans un poison. l'alimentation. Nous sommes dans un pays dans lequel l'alimentation est la plus sécurisée et vous avez 80 émissions par an qui vous disent le contraire. On a développé des phobies aujourd'hui en France. On a la phobie des pesticides, par exemple, en France. On a la phobie des OGM en France. Donc on a littéralement une industrie de la peur qui est en train d'être mise. Et là-dessus, avec le concours de la grande distribution, ces peurs se développent au point où aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont touchés par, effectivement, ce que vous avez appelé l'orthorexie. Ouais. Des gens qui commencent à être paniqués par ce qu'il y a dans leur assiette, en général. Bon, alors, je me tourne vers le professeur Le Cerf. Vous évoquiez la France, c'est vrai, mais quand on va aux États-Unis, on observe qu'il y a aujourd'hui des dizaines de mètres de linéaires de produits qui sont gluten-free, sugar-free, fat-free. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Est-ce que c'est corrélé aussi à la situation sanitaire de ces pays? On sait qu'aux États-Unis, au moins un tiers de la population est en surpoids et que dans ce tiers de la population, il y a des gens pour qui c'est vraiment pathologique, pour qui ça pose un problème de santé. En fait, au plus vous supprimez des nutriments ou des aliments, ou vous incriminez des aliments ou des nutriments dans des problèmes de santé, au plus ça perturbe les gens. Parce qu'une bonne nutrition, c'est d'abord une nutrition variée avec tous les aliments qui sont disponibles. Et en fait, on voit très bien qu'aux États-Unis, dans les années 70, ils ont dit c'est le gras qui cause l'obésité, ils ont supprimé le gras, l'obésité a continué à augmenter. Ensuite, maintenant, ils disent c'est le sucre
qui est responsable de l'obésité, on arrête le sucre, l'obésité continue à augmenter, parce que c'est pas ça la responsabilité. Quelle La est responsabilité, elle n'est pas dans les aliments et dans le comportement des gens. Qu'est-ce que c'est le bon diagnostic, c'est quoi alors? Ben, le bon diagnostic, si vous voulez, c'est qu'il faut arrêter de parler nutriments, il faut parler aliments. On ne mange pas des nutriments, on ne mange pas des protéines, on ne mange pas du gras, Non, bien sûr. on mange des aliments. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est apprendre aux gens à manger des aliments normaux en diversité. Alors, il y a un point quand même qui n'a pas été soulevé, c'est qu'on est aussi dans une société qui s'américanise un petit peu et qui s'individualise. Pendant longtemps, on avait une société où le manger était quelque chose qui était partagé, qui était socialement partagé et qui correspondait à quelque chose de culturel. On mangeait les aliments qu'on nous donnait parce que c'était comme ça que c'était accepté. Aujourd'hui, l'individualisme est naissant, c'est-à-dire que chacun y va de son petit couplet, moi je, moi je, moi je. Et face à ce moi je, eh bien, les aliments sains sont une forme de réponse, mais qui nous conduit à ne plus pouvoir manger ensemble. C'est aussi un vrai problème, ça. Alors c'est une thèse intéressante, Gilles Brochard. En réalité, la restauration hors domicile, elle dépasse le cadre des repas qu'on prend à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle s'est importée à l'intérieur des foyers et on voit dans certaines familles chacun se comporter de façon différente. Oui. Donc c'est le repas en famille qu'on ne prend plus de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un plat qu'on partage sur la table, mais chacun va faire du pick-up dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur est conçu un peu comme un supermarché. Chacun y fait son repas. Ça aussi, ça a changé le mode de consommation. Bien sûr, et je pense qu'il y a de plus en plus de cuisines dites ouvertes aujourd'hui. Les architectes construisent des cuisines qui sont des salles à manger en fait. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on parle d'industrie, on n'a pas dit un mot, moi qui m'intéresse, c'est l'artisanat. Et je pense qu'il y a des produits... On va y venir. Oui, parce que l'artisanat ne s'oppose pas forcément à l'industrie, mais on a besoin d'artisanat parce qu'on peut trouver des produits frais. Et quand on mange en effet certains gras, les agriculteurs vous le diront, le gras du cochon est très bon pour l'organisme, le sucre c'est bon aussi pour l'intelligence, on a besoin de sucre, on a besoin de sel, tout est une question de dosage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une éducation du goût. Jean-Pierre Coff s'en était intéressé dans les universités et dans les écoles. Et moi, je pense qu'il faut initier les enfants au goût dès le primaire, parce que c'est là où les enfants intègrent l'alimentation comme un jeu et aussi la diversification comme une méthode d'enseignement, si j'ose dire. Vous voyez, il faudrait creuser là-dessus, parce qu'en France, et le Salon de l'agriculture en est la preuve, on a quand même des régions, des départements très variés, où justement, tout ce qu'on a dit, les composantes peuvent s'y retrouver. Alors, Antoine Chardon, est-ce que vous faites des efforts, vous, industriels, pour vous adresser au consommateur final? Parce qu'après tout, c'est vous qui produisez la matière première et vous avez un rôle qui dépasse celui d'un industriel. Vous avez un rôle de pédagogie, expliquer ce que vous faites, quels sont les usages. On est dans une économie aujourd'hui qui est l'économie des usages. Est-ce que vous le faites vraiment? Oui, tout à fait. Alors, effectivement... Pas suffisamment encore, alors. Justement, et ça, c'est une volonté de réussir à mieux expliquer les produits, mieux expliquer comment fonctionnent nos produits, qu'est-ce que la bonne dose à mettre dans l'assiette, parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de consommation. On consomme souvent trop, on ne sait pas quelle est la bonne dose, et justement, c'est un travail qui est fait par les industriels, notamment les huiliers, etc., de mettre des stop gouttes par exemple pour ne pas trop en mettre et juste presser une fois et avoir la bonne dose dans la casserole. Et justement, si on revient sur la perception des consommateurs sur qu'est-ce que l'industrie, c'est intéressant de se dire qu'ils ont tout de suite la notion de la grande entreprise multinationale qui fait des milliers et des milliers de... C'est vrai parfois. C'est vrai parfois, mais il faut savoir que quand même, 90% des industriels en France, ce sont des PME, TPE. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc quand on parle d'industriel, parfois on parle en fait d'une petite entreprise de 3, 4, 5 personnes qui travaillent presque à façon. Alors, on parlera dans la deuxième partie de l'émission de l'évolution des modes alimentaires. C'est très intéressant parce qu'il y a en effet le mass market, il y a le marché de masse, et je crois qu'on en a tous besoin. Et puis il y a à côté de ça ce que vous évoquiez, Gilles Brochard, il y a le commerce de proximité, les notions de proximité, de saisonnalité aussi, et la diversité qu'évoquait le professeur Le Cerf. Je voulais quand même vous interroger les uns et les autres sur la question des étiquettes. Le bon moyen de communiquer avec les consommateurs, c'est souvent d'afficher sur les produits leur composition et leur modèle de fabrication. C'est pas toujours simple, j'allais vous dire, professeur Le Cerf,
sauf quand on est un vrai expert, ce que ne sont pas tous les consommateurs, c'est pas toujours simple de lire les étiquettes et de se faire une idée précise de ce qui est dans la boîte. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Je crois qu'il... Ce qui est important d'abord, c'est d'avoir une information transparente. La liste des ingrédients, et ça, tout le monde peut le lire. Maintenant, on ne sait pas toujours traduire, parce qu'il y a des E qui sont inquiétants, alors que ce sont des molécules extrêmement naturelles, sans problème. Donc, l'étiquetage lui-même est parfois source d'inquiétude. Ensuite, il y a la composition nutritionnelle. On doit le mettre parce qu'il est important qu'on dise ce qu'il y a dedans. Personnellement, je pense que ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, parce qu'on ne calcule pas, qui d'entre vous est capable de dire j'ai mangé 53 grammes de protéines, j'en ai encore 17 à manger aujourd'hui. Personne ne peut faire ça. Heureusement, bien entendu. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui le code des 5 couleurs, enfin l'étiquetage avec les 5 couleurs qui arrive, qui est une espèce d'information. Mais cette information, elle a un biais. C'est-à-dire qu'on va dire cet aliment, il est rouge parce qu'il contient tel ou tel nutriment qui est considéré comme moins favorable. Et moi, personnellement, je pense que ça ne nous guide pas vers ce qui est important, c'est-à-dire la variété alimentaire. Même un aliment qui est riche en calories, en gras, en sucre, n'est pas un aliment interdit. C'est une question de dose, comme vous le disiez tout à fait tout à l'heure. Sinon, on va en arriver à entretenir l'orthorexie dont on parlait tout à l'heure. Bien, vous posez vos questions sur @villagesemence et @stop-intox. La question du jour, sans sucre, sans graisse, sans sel, sans lactose. Êtes-vous rassuré par les produits sans? Deuxième passage par la Social Room où nous attend Alexandre. Alors Pascal, j'ai une question qui concerne les lanceurs d'alerte. Si les lanceurs d'alerte se trompent, que risquent-ils? Ah, bonne question. Donc il y a un marché, des alertes. Pour qu'il y ait des alertes, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Quand les lanceurs d'alerte se trompent, est-ce qu'il y a un tribunal des lanceurs d'alerte, Gilles Rivière? Non, pas du tout. Et au contraire, il y a aussi, je dirais, quasiment une fabrique de lanceurs d'alerte. Il y a un marché des lanceurs d'alerte. Parce que c'est tellement commode de lancer des alertes. Et grâce aux nouvelles technologies de la communication à travers les réseaux sociaux, ces lanceurs d'alerte, finalement, ont une influence mais énorme, qui est inconsidérablement beaucoup plus forte qu'un professeur qui va venir derrière en disant « attendez une minute, là, il n'y a rien ». Donc, il faut faire très, très attention à toute personne qui se présente comme lanceur d'alerte. Moi, je pense qu'il faudrait presque avoir un statut de lanceur d'alerte, parce que sans ça, on ne sait plus quoi croire. Et il faut voir qu'aujourd'hui, on est dans le monde des fake news. Donc, tout circule sur Internet. On ne sait plus du tout, on ne peut plus mesurer quelque chose si cette information est vraie ou est fausse. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut simplement revenir au bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est ce que vous avez dit, c'est qu'il faut arrêter même de regarder ces étiquettes. Il faut se faire plaisir. Alors, il faut manger en se faisant plaisir et en mangeant des choses diversifiées. C'est ça l'essentiel. C'est pas commencer à dire « Ouh là là, j'ai pas eu ma dose de ci, j'ai pas eu ma dose de ça ». Ça ne tient plus de route. Alors Gilles, je me tourne vers votre voisin parce que quand on va au restaurant, oui, c'est pour passer un bon moment. Bon, souvent, ça a une fonction basique, oui. On va déjeuner, on va dîner, mais il y a aussi la dimension du plaisir. Oui. Est-ce que le plaisir existe encore dans ce monde sans? Oui, et puis je pense qu'on a beaucoup évolué, notamment en France, sur les modes de cuisson, par exemple. Moi, je suis d'une génération où quand on mangeait une viande, elle était soit saignante, soit trop cuite. On disait bien cuite. Il y a des chefs qui refusent aujourd'hui, quand vous avez une viande d'Aubrac, par exemple, qui est une viande qui est très maturée et qui a beaucoup plus de goût, par exemple, à l'inverse des viandes japonaises ou d'Australie, qui sont moins maturées, mais qui ont moins de goût, mais qui sont plus tendres. Donc ça, il faut l'expliquer aux gens. Donc il faut expliquer aux gens uniquement les choses quand vous allez au restaurant, que ce soit un poisson, que ce soit une viande, que ce soit une volaille, ou que ce soit du végétal. Vous savez qu'il y a un retour à la naturalité, hein, des chefs comme Alain Passard, Ducasse, Michel Brasse en province, ont travaillé depuis des années là-dessus. Alors, il y a une question d'équilibre, parce que dans l'organisme, il faut une certaine dose de protéines, une certaine dose de glucides. En même temps, le plaisir, il passe aussi par les professionnels qui font des plats que nous, on n'est peut-être pas capable de faire aussi. Donc, maîtriser les cuissons, les sauces, éviter peut-être les mayonnaises toutes faites, par exemple, éviter les tomates au mois de janvier ou en février. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, sans se lancer d'interdits, qui vont vous rendre la vie plus heureuse. Mais alors, je vous pose la question à vous,
Puis on l'évoquera aussi dans la deuxième partie de l'émission, mais j'ai l'impression, plus je voyage, plus je vois qu'il y aurait une sorte de menu universel aujourd'hui. Il y a une forme de standardisation de l'alimentation, quelle que soit la saison. Ça commence par des tomates mozzarella, derrière c'est un cheeseburger, et ça se termine par un cheesecake. Je ne sais pas si c'est le repas le plus équilibré qui soit. Alors moi, je ne sais pas, vous allez manger des cheeseburgers dans un restaurant, normalement, appelé restaurant, on peut en trouver. Mais si vous mangez une bonne viande, il vaut mieux la manger dans l'assiette sans pain. En revanche, vous pouvez avoir des pains extraordinaires avec des farines biologiques fabuleuses, des cuissons plutôt longues et pas courtes, parce que moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve dans une boulangerie quand je vois quelqu'un demander « je veux un pain pas cuit ». Au contraire, ça, c'est très mauvais pour l'estomac. Il faut des cuissons lentes et des belles cuissons. Donc, il y a plein de choses, mais je pense qu'au-delà de dire ne pas regarder l'étiquette, il y a le plaisir et puis de prendre des produits qui vous correspondent aussi, qui sont là. Et puis alors moi, je dis à mes étudiants, arrêtez quand vous avez fini à 13h d'aller manger un hamburger parce que vous allez en manger 4 fois par semaine. Et là, ça crée dans votre cerveau une sorte d'accoutumance qui peut être néfaste à la longue, évidemment. Bon, nous allons nous retrouver dans 2 petites minutes. Vous êtes sur le stand de Village Semences, au Salon de l'Agriculture. Vous posez vos questions pour ce Stop Intox consacré à l'orthorexie, les peurs alimentaires, sur @Village Semences et @Stop-Intox. À tout de suite.